Bienvenue, Asma Mourine. Bonjour. Bonjour et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est un plaisir. C'est gentil à vous. Donc je rappelle, vous avez été présidente de la FEM, l'association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. Vous êtes experte en intelligence économique et que vous dirigez également un cabinet conseil, investissement, implantation de sociétés au Maroc, tout à fait. D'entreprise, essentiellement. Tout à fait. Donc on en parlera. Mais avant ça, large tour d'horizon de l'actu. Asma Mourine, ça tombe très bien de vous recevoir. Déjà, je suis très content de vous recevoir. Ouais. Et en plus, il y a plein d'actu. Eh oui. Avec plein de nouvelles nominations depuis hier. À la tête de la AK, donc il y a des femmes à la présidence. Il y a des femmes aussi au niveau du nouveau Conseil des sages qui a été renouvelé. Un nouveau président aussi au Conseil économique, social et environnemental, que vous connaissez ? Oui, Monsieur Chamy. Nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental. On débattra également, Asma Mourine, du projet de loi de finances 2019, même s'il est quasi validé. Mais il y a eu quelques amendements d'ailleurs sur lesquels on reviendra, mais aussi peut-être avoir votre vision globale et appréciation de ce projet de loi de finances 2019, du bras de fer de la Seine-Daoudi avec les pétroliers, parce que je sais que c'est un secteur aussi que vous connaissez, climat économique, climat social, un petit peu avoir votre sentiment là-dessus. Et on finira avec la FEM, votre bébé. Bébé non, mais quand même une association où j'ai passé quand même plus de 12 ans de ma vie, où je continue et qui compte énormément pour moi. Donc c'est un vrai marqueur la FEM chez Asma Mourine. Oui. Donc on finira avec ça alors. Très bien. Donc Asma Mourine, on va démarrer avec les nouvelles nominations. Surprise, pas surprise, parce que personne ne s'y attendait, rien n'avait filtré. Oui, alors, en tout cas, celle de Monsieur Chamy est une excellente surprise. C'est magnifique ça. Pour moi, donc parce que c'est vraiment la bonne personne au bon endroit. Donc avec et à la bonne fonction aussi. Et à la bonne fonction, bien évidemment, parce que quand on revoit le parcours de Monsieur Chamy, donc il est passé par le privé, il est passé par le public, il a une expérience politique, donc issu, enfin, il a été au niveau de l'USFP, il a été député. Il est passé par le suffrage universel. Tout à fait. Donc, il a également été ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc, franchement, une expérience. Il a une vue à 360 degrés de la vie politique, économique et sociale du Maroc. Donc, franchement, être à la tête du Conseil économique et social et environnemental du Maroc, je pense que c'est vraiment la bonne personne. On reviendra dessus, mais quand je vais dire c'est magnifique, parce qu'en fait, Asma Mourine, qui est une femme, et a salué tout de suite la nomination d'Ahmed Reda Chamy, et non pas saluer directement celle de Latifa Kharbache, présidente de l'ACA. Donc c'est important, c'est très important. Pourquoi je mets l'accent sur la nomination de Monsieur Chamy, c'est pas pour minimiser celle de Madame Kharbache, qui aussi est un très grand signal qu'on ait mis d'abord une femme, parce que elle succède à une femme. Oui, mais continuer, ne pas être dans un recul, parce que ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est qu'il y a de moins en moins de femmes au poste de responsabilité, de moins en moins de nominations. Et donc le fait que Madame Kharbache ait été nommée à ce poste, qui est très important, dénote quand même qu'on est conscient qu'on doit continuer à mettre des femmes, on n'est pas à la parité, mais au moins à mettre des femmes en avant, des femmes compétentes qui ont leur place. Donc pour moi, ça a plus de symbolique et ça tient du symbole que de mettre une femme à la tête de la AK. Donc c'est très bien, donc je ne minimise pas. Bien sûr, le rôle de la AK est important au niveau donc, du développement en tant que régulateur de gendarmes, mais aussi pour propulser et développer donc ce secteur-là qui est amené à se privatiser de plus en plus et à connaître l'arrivée de nouveaux opérateurs. Donc c'est très important. Alors, mais pourquoi j'ai parlé du Conseil économique et social ? Parce qu'il a un rôle beaucoup plus global au niveau donc de la vie économique et sociale du pays. Donc c'est une institution qui est certes consultative, mais quand vous avez à sa tête une personne qui est compétente, qui est crédible, qui a une voix qui porte et qui a la légitimité, ça donne beaucoup plus de poids et ça donne beaucoup plus de... C'est un vrai signal pour vous, Ahmed Reda Chamy. Oui, pour moi c'est... Je vous dis ça parce qu'en fait, effectivement, il a eu une audience royale, comme Latifa Kharbache également, mais une audience royale avec le souverain, on a vu, ils ont beaucoup échangé. Voilà, parfois il y a eu des sourires qui ont été aussi échangés. Ça veut dire, est-ce que vous considérez aussi qu'Ahmed Reda Chamy, là, en fait, on va lui demander aussi d'être
d'aller un peu plus loin que son prédécesseur Nizar Baraka parce que ce qui est d'actualité, c'est le modèle développement, c'est un petit peu comment réorienter notre politique ou notre stratégie économique et fiscale. Voilà. Vous savez, les institutions sont certes là, oui, mais les personnes aussi impriment leur marque. Vous voyez, avec un même organisme, vous allez avoir et obtenir des résultats différents d'une personne à une autre. Et certes, l'espoir que j'ai, et je n'ai aucun doute que M. Chamy y arrivera, c'est qu'il donnera beaucoup plus de poids et d'aura au Conseil économique et social dans le débat économique et donc les débats de société. En fait. Ouais. Oui, ça j'en suis persuadée. C'est-à-dire pas faire que les études, pas faire que des rapports et les livrer, c'est partie prenante du débat public. C'est quelqu'un qui est dans l'innovation, c'est quelqu'un qui est dans son temps et qui a une vision et qui peut apporter beaucoup. Franchement, là, c'est vraiment... Donc, Asma Mourine a été remplie de joie hier lorsque... Oui, vraiment, c'est une excellente nomination. Vous l'avez félicité, SMS, WhatsApp Oui, je lui ai envoyé, bien évidemment, un message, mais je l'appellerai aussi. D'accord, de message de félicitations. Tout à fait. Et d'ailleurs, sa nomination intervient 15 jours après celle de Driss Gharaoui, à la tête du Conseil de la concurrence. Oui, ça bouge, hein. Ça bouge. Monsieur Gharaoui est un grand commis de l'État. Ancien secrétaire général d'ailleurs du Conseil économique et social environnemental. Ancien secrétaire général du CESE. Là, il est au niveau de, donc il préside maintenant le Conseil de la concurrence, qui est amené à jouer un grand rôle à l'avenir. On a vu le Conseil de la concurrence qui finalement n'était pas un organe totale présent lors du boycott, lors de tous les conflits comme ça de concurrence, où un Conseil de la concurrence a son mot à dire et il peut donc mettre ensemble les parties et donner un avis et être présent et efficace. Donc j'espère qu'avec M. Gharaoui, il arrivera à faire ça. Donc, parce qu'ils devront travailler tous ensemble. Medred Hachemi, le président du nouveau conseil du Conseil de la concurrence aussi. Bien sûr, mais de toute façon, tous les organes de l'État doivent avoir un objectif commun et qui est le développement de notre pays. Donc les gens qui sont en responsabilité ont cette responsabilité-là de travailler, pas chacun dans son coin. Concertation, d'ailleurs, le souverain a insisté là-dessus aussi, auprès de Medred Hachemi, de lui dire qu'il faut travailler dans la concertation, dans la coordination. Quand on est nommé à un poste, bien sûr, on vous félicite, bien sûr, c'est très bien. Mais ce n'est que le début. C'est-à-dire quand on est nommé, c'est là où le plus dur commence. C'est là où le dur commence. Parfois, on a l'impression que le plus dur, c'est d'être nommé. Non, il y a ceux qui le croient. Je sais pas. Dommage pour eux et dommage pour nous, parce qu'en fait, le début, c'est quand vous êtes nommé, et c'est là où il y a le poids de la mission, et surtout quand vous êtes comme ça un personnage public et une mission publique d'intérêt général et la responsabilité de tout un peuple. Vous imaginez, c'est une grosse responsabilité. Donc, il faut vraiment donner le meilleur de vous-même, de vous entourer des meilleurs et de leur insuffler surtout cette volonté d'aller de l'avant, de fédérer tout le monde et d'aller ensemble vers un but qui est noble. Et donc, tout ça, c'est pas évident. Et il faut que tout le monde soit convaincu de ça. Donc, ces nominations, 15 jours avant, c'était Driss Gharaoui au Conseil de la concurrence. Et la semaine dernière, il y a eu une séance de travail à Rabat, au cabinet royal, en présence du souverain. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Moulafel Alami, c'est celui qui a succédé à Medred Hachemi au ministère du Commerce et de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que... je vais pas dire dû avoir d'essayer de chercher, de gratter là où il faut pas, mais bon, est-ce que... Oui. Alors, écoutez, comme j'ai dit, les institutions sont là, et même pour un ministère, c'est aussi ça. Il y a la personne qui l'imprime, enfin, qui marque. Ahmed Hachemi a fait du beau travail aussi. Lorsqu'il était ministre du Commerce et de l'Industrie et de Nouvelles Technologies. Il a porté une bonne partie du plan émergence. Donc vraiment, c'est lui qui a lancé le plan émergence industriel. Voilà, donc c'est très bien, ce qu'il a fait. Il ne faut pas minimiser ce qu'a fait Moulay Hafid Alami aussi. C'est avec toute son expérience au niveau du privé, aussi ses qualités aussi, parce qu'il en a. Il a aussi des défauts, comme tout le monde. Donc il est clair que... Apparemment, il est arrogant. Qu'est-ce qui lui a été reproché ? Bon, juste ou pas juste j'ai pas le droit de juger. J'ai pas le droit de juger la personne. Maintenant, après, il faut juger les actes et il faut juger les résultats. Ce qu'il a fait, c'est bien. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est ce que reproche Sa Majesté le Roi, c'est que on va pas assez vite et pas assez loin. Et surtout, donc, le cas de Souss-Massa a été évoqué. Oui, Agadir pour le plan d'accélération industrielle régionale. Mais pour moi, il y a aussi d'autres choses au niveau de ce ministère.
Il y a des agences qui relèvent du ministère qui ne fonctionnent pas. L'agence du digital, l'agence nationale du digital. Ça fait maintenant pratiquement un an que l'agence est mise en place. Un domaine qui est un domaine de prédilection d'Ahmed Hachemi d'ailleurs. Moi je vous dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, on ne voit rien. S'il y a quelque chose, en tout cas, c'est juste chez eux. Et l'arrivée de la 5G, c'est pas eux? Oui, mais enfin, je sais pas, ce qu'on attend de l'agence du digital, c'est de booster tout ce qui est digital dans ce pays. Et là, on voit rien. Donc, c'est de l'intérim. On verra. Moi, j'estime que un an d'intérim, déjà, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il y a des compétences. C'est un an de perdu pour vous? Oui, pour moi, quasiment, oui. Ouais. Pour moi, oui. Parce qu'il y a des compétences. Le Maroc regorge de compétences. Il y a des compétences. Mais là, c'est quoi? Problème de vision, problème ou de gestion du temps, ou peut-être de priorisation. Enfin, je ne sais pas quelles sont les. Et puis il y a une autre agence aussi, et là je peux en parler parce que la MDE. L'agence marocaine dédiée à l'investissement. Voilà, il y a eu la fusion avec Maroc Export, donc c'était peut-être probablement une bonne idée pour concentrer les compétences et surtout qu'il n'y ait pas de redondance, parce qu'on avait senti qu'il y avait beaucoup de redondance et perte de budget à droite et à gauche. Donc on a concentré, c'est peut-être une bonne idée, on verra. Mais là aussi, on ne voit rien. On voit rien encore. Il y a pas, on voit pas de résultat. Mais je sais qu'ils cherchent un DG aussi. Il y a un DG qui devrait être nommé mais c'est ça, à Maroc PME. Il y a toujours pas de DG, directeur général. C'est lent. D'accord. Parce que là, ces deux institutions relèvent du même ministère. Tout à fait, qui relèvent du même ministère et qui sont très importantes. Alors quand on sait que, et nous on a toujours maintenant, c'est devenu à la mode de prendre la Corée du Sud comme exemple, parce que on était au même niveau de PIB il y a années 60, et maintenant le PIB par personne est 10 fois supérieur en Corée qu'au Maroc. Donc on a loupé quelque chose. Donc si on les prend comme exemple, leur équivalent à MDE, parce qu'ils en ont moins, est très puissant. Je pense que ça s'appelle Kotla ou un truc comme ça. C'est une organisation extrêmement puissante où vous pouvez, c'est la vitrine de la Corée du Sud, de la production de la Corée du Sud. Nous, on vient ici chez nous au Maroc, un investisseur qui vient, qui veut acheter, un acheteur, c'est pas qu'est-ce qu'il peut acheter au Maroc. Il n'y a pas d'organisme qui peut, au niveau qui centralise tout, qui centralise et qui vend l'offre générale d'un pays, l'offre générale. Donc c'est plus inquiétant en fait par rapport à ce qui a été reproché plus ou moins à Moulafel Alami, au-delà du retard du plan d'accélération industrielle régional à Agadir. Moi je vous dis, je vous parle de l'agence nationale du digital, la dynamique autour de l'investissement, la maison de l'investissement Maroc. Il y a qu'à aller voir leur site web. Il est à faire pleurer. Vous avez pleuré devant leur site web? J'ai un peu la boule à la gorge parce que c'est pas possible. Quand vous avez un site web, bon, j'y suis rentrée, pour être honnête, il y a un mois. Maintenant, je sais pas si depuis un mois, j'espère que il y avait même de l'information obsolète. Ah oui, carrément. En tout cas. C'est pas normal. J'espère que vous serez entendu, que Moulafel Alami ou son ministère. Je l'espère, mais il faut que ça bouge, quoi. C'est pas possible. Vous voyez un peu ce que fait la Turquie, c'est énorme ce que fait la Turquie. Ils sont présents partout. Et c'est justement ce genre d'organes qui travaillent public-privé pour justement mettre en avant l'offre pays, pour vendre le pays, pour attirer les investisseurs au pays. Et c'est pas que les grandes entreprises dont on a besoin. Donc, on n'a pas besoin que des grandes entreprises. C'est très bien ce qu'on fait. Taille intermédiaire, avec les ETI, on a besoin aussi d'un tissu de PME qui peuvent être intéressés par l'offre Maroc, et l'offre Maroc est très intéressante. Moi je vous le dis, elle est très intéressante. Je le dis parce que je gère un cabinet qui encourage les investisseurs à venir s'implanter au Maroc, et je sais de quoi je parle. La fiscalité est avantageuse, la ressource humaine aussi, même si en termes de formation, il y a des manques, mais quand même le niveau des salaires et des incitations qui ont été mises en place et renouvelées par l'ANAPEC sont très incitatives. Quand vous avez... que le ratio salaire-productivité est rentable chez nous? À discuter. Voilà. À discuter. Donc le débat est ouvert là-dessus. Effectivement. Il y a un manque. Mais ce n'est pas perdu. C'est pas perdu. En tout cas, c'est pas perdu. Espérons aussi, je pense que vous l'espérez aussi, que Moulafel Alami travaille main dans la main aussi avec Ahmed Hachemi parce que vous avez dit pour le digital, numérisation aussi du pays, aller plus loin dans la connectivité, c'est. Tout à fait. Parce qu'on dit qu'ils n'étaient pas très communs tous les deux. Je pensais pas trop. En tout cas, on parle de transformation digitale, mais c'est surtout maintenant, vous ne pouvez pas maintenant espérer développer un pays si vous n'allez pas complètement dans le digital.
pas uniquement les entreprises qu'on appelle les pure players, Yes. mais aussi des entreprises qui sont traditionnelles, qui doivent absolument rentrer dans l'ère du digital. Y compris avec le mobile payment aujourd'hui, où c'est même la petite boutique, le petit Et commerce. encourager l'innovation. Il faut pas qu'on reste juste consommateur. On a de la bonne volonté. On a des jeunes qui ne demandent qu'à être formés, qui sont attirés par ce domaine-là et qui ne demandent qu'à être formés, accompagnés qu'on mette à leur disposition un environnement adéquat. qui incite à l'innovation, qui leur donne l'envie d'innover et de créer. Vous avez vu l'institution qui a été mise en place à Khouribga. Oui. Qu'on a copié sur enfin très bien. Oui, c'était modélisé, un modèle qui était modélisé. Qui est porté par l'OCP, la fondation. C'est super. Il y a eu énormément d'engouement et de demandes par rapport à ça. C'est-à-dire que nous avons des jeunes qui ne demandent qu'à être encadrés et auxquels on libère les énergies et qu'on leur donne les moyens de s'exprimer. Transition parfaite pour le projet de loi de finances 2019. Asma Mourine, elle en pense quoi? Est-ce que ce projet de loi de finances 2019 est celui de l'innovation? On révolutionne rien au niveau de ce projet de loi de finances. Il est un petit peu dans la continuité. On gère les équilibres. On recettes, dépenses, et puis on fait voilà, donc il n'y a pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus au niveau de ce projet de loi de finances, c'est quand même les taux d'IS qu'ils ont avec des réductions du taux intermédiaire, unifiés, parce qu'il y avait quand même une anomalie, parce que le taux était d'imposition était de 10 à 31%, et quand on dépassait le seuil de 10%, tout de suite on basculait, c'était quand même assez injuste, et donc là on a équilibré, donc c'est très bien. Donc ça permet d'être disons logique en termes de. Sinon le reste, il y a eu certaines mesures, mais ce n'est pas un projet de loi de finances où vous allez dire tiens, là ça bouge. Un fléchissement de politique. Là, il y a une bifurcation, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ou social, oui. On le voit pas. Alors que on a eu le boycott, on a eu des signaux, on a eu le Hoceima, on a eu des révoltes. On sait maintenant qu'il y a une frange de la population qui se sent marginalisée, exclue socialement. Mais non incluse. Il y a quand même une dépense importante, d'ailleurs, qui a été consentie pour le social. Oui, mais quand il n'y a pas le grand fléchissement. Quand je dis grand fléchissement, c'est quand vous prenez le budget de l'éducation nationale, quand vous prenez le budget de la santé, et là vous augmentez d'une manière significative. Pour vous, maintenant, parce que les deux budgets ont été augmentés, que ce soit l'éducation ou la santé. Mais d'une manière pas suffisamment. Est-ce que vous pensez qu'en augmentant les budgets, c'est parce qu'il y a des équilibres, il y a des équilibres à maintenir. Vous savez, le travail d'un ministre des Finances est très difficile. Très difficile, parce que c'est un travail d'équilibriste où vous n'avez pas des recettes extensibles à l'infini, et où vous avez des dépenses qui, elles, ont tendance à être et des citoyens et des entreprises qui ne s'acquittent pas de l'impôt, parce que le principal souci aujourd'hui de Mohamed Netchaboun et du DG de Omar Falaj de la DGI, c'est de se dire j'ai un tissu de 500 000 entreprises et j'en ai que un petit millier qui s'acquittent de l'IS, par exemple. Tout à fait. Donc là, je fais comment? Tout à fait. Ça, c'est. Alors, il faut se poser des questions. Voilà. Il faut se poser des questions. Pourquoi? Où est le patriotisme citoyen fiscal là-dessus aujourd'hui? Il y a de ça, mais vous ne pouvez pas demander à un citoyen d'être complètement citoyen quand à côté vous n'avez pas de l'exemplarité. C'est un tout. Donc les défis sont énormes pour le Maroc. Ils sont énormes. Mais si tout doit se faire en même temps, c'est-à-dire rétablir la confiance, l'exemplarité des gouvernants, qu'ils donnent l'exemple eux-mêmes, vous aurez des citoyens qui vont avancer. Également exemplaires, qui seront dans l'obligation de... Tout à fait, vous ne pouvez pas. Alors que quand vous voyez qu'il y a de la corruption, quand vous voyez qu'il y a des passe-droits, quand vous voyez que les élus du peuple ont des comportements qui sont juste honteux, quand vous avez tout ça, vous ne pouvez pas dire à un citoyen, il faut que vous soyez exemplaire. C'est pas possible. Parce que le discours c'est... Le citoyen, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les salariés, parce qu'ils sont obligés de verser l'IR, parce que c'est un prélèvement à la source. Ouais. C'est les plus taxés d'ailleurs. Vous imaginez qu'aujourd'hui... Ils ont un sentiment d'injustice. Asma Mourine, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un salarié est beaucoup plus taxé
médecin. Tout à fait. C'est notre modèle aujourd'hui. C'est une injustice. C'est une injustice et qui est vécue réellement comme quelque chose de pas normal. Et c'est pour ça que vous avez maintenant toute une partie et les sondages le montrent, de cadres qui se disent on veut partir. Ils partent pas du Maroc de gaieté de cœur, ils n'ont pas cette envie de partir du Maroc de gaieté de cœur parce qu'ils ont leurs racines ici, parce qu'ils ont leur famille ici, parce que c'est un beau pays, mais parce qu'ils se disent on n'a pas de visibilité, on n'a pas d'avenir dans ce pays où il n'y a qu'une seule partie qui prend les coups. Ce PLF 2019 pour vous, c'est un projet de loi de finances de transition vers un nouvel horizon où on va rester à stagner, végéter, que juste à donner végéter, c'est-à-dire ne pas lancer, initier les véritables réformes. En tout cas, on n'a rien vu jusqu'à présent. Ouais. On peut même pas parler de projet de loi de finances de transition, c'est un projet de loi de finances de continuité. De continuité. Donc c'est même pas transitoire selon vous pour le moment. Pour le moment. En tout cas, ce qui a été dernier amendement, on a appris, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, si vous êtes une grosse consommatrice de soda, vous buvez du soda ? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Donc vous n'êtes pas trop concerné alors, parce qu'il y avait un amendement. Voilà, maintenant on sait qu'à partir du 1er janvier, les sodas ne vont pas augmenter. Ouais, bon. Ça, apparemment, les industriels des boissons gazeuses et sucrées ont eu le dernier mot. Ça, c'est pas bon pour ceux qui sont dans la nutrition, dans le mood. Oui, sur le... Bon. Après, c'est des impératifs économiques et certainement qu'il y a eu des lobbies qui ont poussé vers un... Par contre, au niveau du tabac, le paquet de cigarettes va augmenter à partir du 1er janvier. C'est inéluctable a priori. C'est bien, je fume pas, je suis pas fumeuse. Et c'est bien pour la santé. C'est la seule petite nouveauté en fait qu'on a à partir du 1er janvier. Et de toute façon, là, je pense que on va rester sur cette dernière mouture parce que c'est passé au niveau de la Chambre des conseillers. Chambre des conseillers, donc ça passera, c'est définitif. Demain en deuxième lecture au niveau de la Chambre des représentants et après ce sera la promulgation de la loi. Donc il y a que ça de neuf. Petite augmentation entre 50 centimes et 1 dirham du paquet de cigarettes, du tabac. Oui. Et par contre, les sodas resteront au même prix. Voilà. Mais il y a eu d'autres quand même petites mesures, pour l'immobilier, pour taxer les loyers, donc il y a eu un peu de justice plus ou moins par rapport à harmoniser les taux. Plus de visibilité. En tout cas, rien de particulier, si ce n'est qu'on va devoir peut-être recourir aussi, certainement recourir à l'emprunt, parce qu'il va falloir aussi renflouer un peu les caisses de l'État, puisque les entreprises ne veulent pas payer l'impôt, des entreprises ne veulent pas payer l'impôt, certains échappent aussi à l'impôt local, aussi, taxe d'habitation, ce qui fait que Omar Falaj, patron de la DGI, dit moi avec 230 milliards de dirhams, j'en ai pas assez pour boucler le budget. Oui. Donc il va falloir trouver des sous. Oui. On va réemprunter. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix en attendant de faire repartir la machine. Oui. Parce que dès que la machine repart, automatiquement, les recettes fiscales rentrent et tout ça tient aussi donc de ce climat de confiance. Climat de confiance, parce que en fait, tout ça aussi, c'est pour financer le cadre macroéconomique, qui est important, parce que vous êtes Madame Investissement. Et donc, du coup... on emprunte pour aussi équilibrer le cadre macroéconomique, pour donner un sentiment aussi de stabilité. Le Maroc investit beaucoup en termes d'infrastructure. Vous savez, nous avons l'un des taux les plus élevés au monde. On investit 30%. Un tiers du budget, ouais. C'est énorme. Donc, normalement, on devrait voir les résultats de tout ça, sauf qu'on ne les voit pas. Et la Banque mondiale a pointé ce point, parce que la productivité n'est pas bonne. La productivité, c'est une déperdition de cet investissement. Il n'est pas assez efficace. Donc je pense que le problème, il est là. C'est en termes d'efficacité. C'est la rentabilité de l'investissement public. Tout à fait, et de la productivité. Et là, il y a un travail à faire. Est-ce que pour vous, la clé de réussite, c'est pas surtout de doper l'investissement privé et d'arrêter de compter sur l'investissement public ? Est-ce que c'est pas ça aussi, parce qu'on a un investissement privé qui est trop faible? Oui, il est trop faible. Il est trop faible. Et on n'arrivera pas à s'en sortir avec un niveau aussi bas. Oui, il est trop faible. Effectivement, il est trop faible. Donc, il faut non seulement encourager l'investissement privé interne au Maroc et aller chercher aussi les investissements directs étrangers. Et comme je l'ai dit, pas uniquement les grosses boîtes. C'est très bien les grosses boîtes parce que ce sont des locomotives et elles peuvent entraîner tout un sillon de TPE et de PME autour. Et on l'a vu avec l'automobile, l'aéronautique, c'est excellent. Mais je le dis et je le répète, il y a aussi un gisement au niveau des PME. Il ne faut pas les négliger. Les PME étrangères, il ne faut pas les négliger. Et ce n'est pas avec les petits forums qu'on organise de temps en temps qu'on peut y arriver, ni avec les petits échanges. Il y a l'Agence marocaine de développement de l'investissement et de l'exportation qui a un énorme rôle à jouer de promotion des investissements
à l'étranger, faire des campagnes au niveau des pays donc qui peuvent être des investisseurs pour nous, et j'entends par là l'Europe pour la proximité. Il y a aussi les États-Unis, il y a le Canada. Il faut encourager les investisseurs étrangers à venir au Maroc et les PME. Les PME, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est la femme, non? Je dis, votre bébé, vous m'avez dit, non, c'est pas mon bébé, moi j'ai passé 12 ans, c'est un marqueur. Non, j'ai apporté, ma pierre à l'édifice. La FEM a 20 ans. On a eu 5... Sur 20 ans d'existence de la FEM, vous avez passé 12 ans. J'ai passé 12 ans et je continue. Je fais maintenant partie du Conseil des sages parce que les présidentes constituent le Conseil des sages. Donc la FEM continue à faire partie de ma vie. C'est une association qui est très importante pour le Maroc. Parce que c'est là où c'est le porte-parole de l'entrepreneuriat féminin. C'est le porte-voix. Le porte-voix et c'est l'image et puis un organe d'aide pour les entrepreneuses femmes, entrepreneurs femmes et aussi de mise en avant de femmes, de questions de modèles. Donc c'est très important pour nous que la FEM soit une association présente et forte au niveau du paysage. Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une institution. La FEM est une institution, je l'ai dit. Elle a 20 ans d'âge. Les débuts sont toujours très difficiles pour un mandat. Oui. C'est difficile. Donc ce sont les premiers mois. Parce qu'il y a plein d'actu. Regardez, vous avez passé 10 minutes, on a passé 10 minutes, un quart d'heure avec vous, Asma Mourine, à parler d'économie, et vous étiez très à l'aise sur le projet de loi de finances 2019. Vous avez présidé la FEM. Il y a le projet de loi de finances 2019 qui était en débat là, depuis le mois de octobre, véritablement, depuis la rentrée, même s'il a été présenté, en fait, le préalable a été présenté en juin, la lettre de cadrage, et j'ai pas entendu la présidente de la FEM s'exprimer là-dessus. J'ai pas entendu la FEM, tout court, prendre la parole sur le projet de loi de finances, alors que lorsque vous étiez présidente, lorsque Sola Berziz était également présidente, il y avait des débats, il y avait sur la loi de finances, sur l'entrepreneuriat, il y avait des dynamiques, et là j'ai l'impression que depuis 6 mois, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Peut-être que c'est moi qui ai un ressenti erroné c'est le début, c'est le début. Donc il faut laisser un petit peu de temps à la FEM pour redémarrer aussi parce que quand vous changez de président, vous changez d'équipe, vous changez de façon de faire. Donc il faut que la présidente fédère aussi. Il y a plein de choses à mettre en place. Donc ça prend un petit peu de temps au niveau du démarrage. Donc j'espère que ça évoluera positivement vous êtes dans confiante? Les semaines. Espérons, il faut toujours garder l'espoir. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que lorsque vous êtes venu, on avait aussi le bonheur de vous accueillir au mois de juin dernier. C'était en pleine élection de la FEM et vous aviez déclaré que vous étiez confiante. Oui. En juin. Donc je me dis, est-ce que 6 mois après, est-ce qu'Asma Mourine est toujours aussi confiante malgré le fait qu'il y a un démarrage relativement difficile pour la présidente? Je suis confiante. Je dois être confiante. Parce que vous êtes confiante de nature, c'est pour ça. On est obligé de rester confiant dans l'avenir parce que l'avenir, il y a que du bon après. Donc on est obligé. Il faut toujours recadrer, arranger pour avancer. Et la FEM est une institution et j'ai confiance en l'institution. En tout cas, il y avait celle qui était candidate malheureuse, en tout cas parce qu'elle n'a pas gagné, Laïla Andalousi, qui a monté un think tank pour faire la promotion du leadership féminin. Vous avez suivi ça? Oui, j'ai vu. Laïla Andalousi, je la connais depuis des années. C'est une femme qui est très compétente, qui a des valeurs, si elle se retrouve dans ce réseau-là et qu'elle peut apporter des choses, pourquoi pas? Parce que on le voit, la voix de la femme est de moins en moins écoutée. Il y a le taux d'occupation de la femme qui régresse de ces dernières années. Donc toutes les initiatives sont bonnes. On aurait aimé quand même de faire un petit peu la conjonction des efforts parce que parce que là, travailler chacun dans son petit coin, ça donne pas toujours de bons résultats. Donc unir les forces aurait été meilleur. Mais bon, toutes les initiatives sont bonnes quand elles ont des objectifs nobles à la fin. Et vous allez pas adhérer à ce think tank de Laïla Andalousi dans l'esprit, prôner le leadership féminin? Vous êtes très active aussi au niveau de l'entrepreneuriat, Asma Mourine. Ça, je le fais. Je le fais. Bon, bien sûr, je suis attachée à la FEM, bien évidemment. Je ne peux pas être aussi en même temps dans ce... Mais je suis dans tout ce qui est encouragement du leadership économique des femmes, parce que je pense que ça, c'est très, très, très important. C'est ce qui permet à un pays d'évoluer quand il marche
ensemble, quand vous avez ces femmes et ces hommes C'est-à-dire qui marcher sur deux jambes. ensemble, c'est très important pour l'équilibre d'un pays et pour son développement. Parce que si je vous pose cette question, en fait, c'est qu'on n'a jamais autant parlé, et tant mieux, hein. Et je suis le premier d'ailleurs à le saluer et à applaudir l'entrepreneuriat féminin, l'approche genre, tendre vers l'égalité ou une forme de parité en tout cas respectée, et en même temps quand on voit de près les structures en charge de véhiculer cette image et d'accompagner aussi toutes ces femmes entrepreneurs, ben c'est plus compliqué. On a l'impression qu'on a un décalage entre le discours et le fonctionnement des institutions et des structures. C'est pour ça que je trouve ça... C'est toujours difficile, passer des paroles à l'action, c'est là où... C'est plus facile de faire... oui, c'est plus facile de se présenter à une élection, et être candidat que de mener bien son mandat. Après, c'est le travail. Et Dieu sait comme il est difficile le travail dans l'associatif au Maroc, parce que manque de moyens humains et matériels. Et donc tout ça, c'est vraiment pas facile, mais il faut avancer. En tout cas, Asma Mourine est toujours confiante. Oui, bien sûr. Il ne lâchera pas ça, y compris de nature, et aussi parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour aller de l'avant. Oui. Merci en tout cas. Asma Mourine, je rappelle que vous avez été présidente de la FEM. Oui. Et que vous restez confiante dans les destinées de la FEM. Tout à fait. Et dans sa capacité de rebond. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Que vous êtes experte en intelligence économique. On n'a pas trop parlé d'intelligence économique. Ça manque aussi un peu, ça, non? Alors, oui. En termes de prospective, de dire voilà. L'intelligence économique, bon, c'est vrai que c'est un mot un peu pompeux et qui fait un peu. Mais on a besoin. L'intelligence économique, c'est quoi? C'est tout simplement la bonne information avant les autres, connaître les marchés, connaître et permettre aux investisseurs d'avoir les outils pour faire, si vous voulez, de la prospective et de ne pas se retrouver le jour J devant des choses qui ne sont pas prévues. Quand on arrive à prévoir les choses, on s'y prépare beaucoup mieux et on y arrive par les meilleurs moyens et surtout avant les concurrents. Est-ce que l'intelligence économique est en concurrence avec l'intelligence artificielle d'ailleurs? Juste une question au doigt. Non, rien à voir. Je ne vais pas dire rien à voir, mais ce sont deux choses différentes. Ça peut converger, ça peut être elles peuvent, elles doivent. Oui, tout à fait. Vous préparez à ça parce que l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui, en tout cas, ça se développe. Je m'intéresse beaucoup, je me documente beaucoup. C'est pas le cœur de mon métier, mais je m'intéresse beaucoup. Et de toute façon, il faut toujours rester à l'écoute parce que ça va tellement vite que si vous n'êtes pas comme ça, toujours à l'affût, vous êtes tout de suite dépassé. Surtout avec la 5G qui arrive là, elle est. Comment? Surtout avec la 5G qui arrive. Ah oui, tout va aller encore beaucoup plus vite. Il n'y a pas que ça. Même le débat est allé vite d'ailleurs. Oui. Le débat aussi. Aussi. Ça veut dire que c'était intéressant. Généralement que le temps passe vite. Mais c'est toujours intéressant avec vous, Asma Mourine. J'ai toujours plaisir à vous recevoir. Donc merci une fois de plus, Asma Mourine, et je vous souhaite une belle journée. Merci. À vous aussi.